Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la radio Passion Culturelle dans votre émission Le Livre en question. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous nous retrouvons pour une autre édition de l'émission littéraire Le Livre en question. Le Livre en question, c'est le rendez-vous des passionnés de la littérature. Tous les gens littéraires que nous viennent des quatre coins du monde sont exposés dans cette émission. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez lus. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec les maisons d'édition et librairies sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons notre amour pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez entrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@rpcplus.online, par WhatsApp le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou écrivez directement sur la page like Facebook émission Le Livre en question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la radio RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous recevons l'auteur David Vanneri. Présentation de l'auteur du jour, David Vanneri et son roman Les Rois Sauvages. Après une enfance passée en Afrique centrale, David Vanneri a poursuivi ses études en France et en Angleterre. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il est retourné au Gabon et y a travaillé pour le compte d'une grande entreprise pétrolière. Il a ensuite bourlingué durant quelques années, puis entrepris des études de philosophie à la Sorbonne. Aujourd'hui, il est agrégé de philosophie et enseigne cette discipline au lycée de Nantes. Passionné de littérature, il a décidé de se consacrer à l'écriture romanesque. Les Rois Sauvages est son premier roman. Écoutons Lydia Antoine qui nous lit ici la 4e de couverture du roman Les Rois Sauvages de l'auteur David Vanneri. Lydia Antoine. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de l'émission littéraire Le Livre en question. Bonsoir Simplice. En 1967, un enfant blanc disparaît sur une plage de Libreville. Son assassinat est escamoté par les protagonismes de l'époque. Meurtres politiques, rivalité des sociétés pétrolières, vengeance personnelle, sorcellerie. 20 ans plus tard, Philippe, un coopérant français, remonte le temps pour mener son enquête. Celle-ci le mènera jusqu'aux portes de l'enfer. Sur fond de guerre du Biafra, d'opérations des barbouzes de la France-Afrique, de vengeance et de meurtres rituels, ce roman politique, psychologique et policier entraîne le lecteur très loin des poncifs ressassés sur l'Afrique. En utilisant le procédé de 2 récits parallèles, il en dévoile l'envers du décor et le drame secret qui frappe aujourd'hui de nombreux enfants livrés aux sorciers tortionnaires. Lorsque Philippe débarque au Gabon pour y faire sa coopération, le jeune homme redécouvre une Afrique où il a passé une partie de son enfance. Mais les hasards de la vie vont bientôt le placer face à une énigme vieille de 20 ans. Il se trouve peu à peu happé par un mystère qui le mènera au cours d'une enquête aux multiples rebondissements, jusqu'au cœur de ténèbres inconnues. Merci à tous, à la semaine prochaine. Merci à toi Lydia Antoine. Écoutons maintenant l'auteur David Vanneri dans un entretien à bâton rompu. Bonsoir, vous êtes sur la radio Passion Culturelle, l'émission c'est Le Livre en question. Alors dans l'interview de l'émission Le Livre en question, nous recevons pour ce jour monsieur David Vanneri. Il est avec nous depuis Nantes. Alors il va se présenter à vous. Alors on va aller droit au but, monsieur David Vanneri. Alors dites-nous comment va la ville de Nantes? Eh bien, écoutez, la ville de Nantes va bien. Elle subit le confinement comme toutes les autres de France. Et à titre personnel, je le subis aussi, mais je suis ravi de pouvoir répondre à vos questions et de parler ainsi de mon livre, parce que c'est frustrant d'être privé de l'accès aux librairies. Mais vous êtes là et c'est tant mieux pour pallier cette difficulté. Et je m'en réjouis. Alors, parlez-nous de votre parcours, de vous et de votre parcours personnellement. Voilà. Oui. Alors, aujourd'hui, je suis professeur de philosophie, je suis écrivain, mais ce qui est intéressant de savoir, je pense, puisqu'il s'agit d'un livre, une partie d'enfance, avec ma famille, bien entendu,
donc au Gabon, c'est le pays où se situe l'action de ce roman, au Cameroun et au Congo. Et puis, je suis rentré quand j'étais encore donc un adolescent en France. Ma famille a vécu, nous avons vécu dans les années 70 ici, et puis c'est moi et ma famille, on parlait du pays, parfois quand on parlait de l'Afrique centrale, et j'ai eu la chance de pouvoir y retourner dans le cadre de la coopération lorsque j'étais un jeune homme d'environ 23-24 ans. Voilà. Et c'est là que se situe l'action de mon roman, c'est à cette époque-là. On est à la fin des années 80, au début des années 90. D'une certaine manière, j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours eu le sentiment qu'un jour j'écrirais quelque chose, parce que j'avais justement, du fait de cette enfance en Afrique, j'avais l'impression, à tort ou à raison, d'avoir vécu des choses que beaucoup de mes compatriotes n'avaient pas vécues. Rien de très particulier en réalité quand il s'agit de l'enfance, mais quand même, cet exotisme particulier que constituait pour nous l'Afrique, j'avais le sentiment que j'avais envie de le transmettre. Bon. Et puis, il s'est trouvé que, comme je vous l'ai dit, peu avant d'avoir 25 ans, j'ai à nouveau vécu dans cette région, je l'ai à nouveau découverte, j'ai un peu voyagé dans différents pays autour du Gabon, et il s'est trouvé que j'ai vécu des choses assez extraordinaires, au sens propre du terme, c'est-à-dire qui sortent vraiment de l'ordinaire, et c'est ce qui m'a amené à porter en moi pendant longtemps une histoire que je n'ai pas tout de suite osé écrire. Je dirais que je me suis réfréné, je me suis empêché. Vous allez comprendre quand on parlera du sujet central de ce livre, que ce n'est pas un sujet facile, pour des raisons aussi bien personnelles finalement. Exposer l'horreur, ce n'est jamais facile, et puis pour des raisons liées à la politique, liées au pouvoir, aussi bien en France qu'en Afrique. Il n'était pas évident, avant la période actuelle, d'évoquer le sujet dont parlent les rois sauvages. Oui, un des sujets du livre, et peut-être celui qui est le plus nouveau pour le lecteur français en tout cas, c'est le fait d'aborder les crimes rituels. Alors dans ce livre, il est question d'une enquête, il est question d'un jeune homme qui revient dans un pays où il a passé une partie de son enfance, donc c'est le Gabon, c'est assez autobiographique cela. Et puis ce jeune homme, ce jeune coopérant français est confronté à un mystère. Il apprend qu'un enfant, un Européen, a disparu non loin de l'endroit où il vivait quand il vivait au Gabon avec ses parents, c'est-à-dire en 1967, précisément au moment où le président Léomba était en train de décéder de son cancer à Paris et où son successeur, le vice-président Bongo, prenait les manettes de ce pays. Donc un mystère, et 20 ans plus tard, ce coopérant apprend cette disparition et s'interroge sur qui a causé ce crime, qui est à l'origine de ce crime inexpliqué jusqu'alors. Et dans le livre, cette enquête, finalement, le conduit à examiner différentes hypothèses, des hypothèses qui, pour certaines, sont liées à ce que l'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire les questions de corruption, liées notamment aux industries pétrolières, aux entreprises françaises qui interviennent dans les pays d'Afrique centrale pour en extraire le pétrole, qui est ce qui représente des masses d'argent absolument phénoménales. Il y a des affaires de corruption, il y a des intérêts croisés de politiciens français, de politiciens africains, en l'occurrence gabonais, et ça explique d'ailleurs qu'il n'était pas très facile d'écrire un roman sur cette période et sur ces gens avant qu'un certain nombre d'entre eux ne décèdent. Tant que les Jacques Foccart, même Jacques Chirac, j'allais dire, Omar Bongo bien sûr était vivant, cette histoire était extrêmement délicate. Et voilà. Et effectivement, il y est question dans ce livre des crimes rituels. Alors là, si vous voulez, je peux peut-être préciser pour vos éditeurs ce que l'on appelle les crimes rituels, parce que c'est un phénomène quand même très peu connu, très peu étudié, voire pas étudié du tout jusqu'à une période très récente par les anthropologues européens comme les anthropologues africains. Alors les crimes rituels, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un phénomène dont il serait intéressant de se demander s'il est récent ou s'il est ancien, mais pour l'instant, considérons qu'il existe et qu'il est très présent dans la société gabonaise. Ce sont des enfants que l'on enlève et dont on se sert
de magasins, en quelque sorte, de pièces détachées, dont on va prélever, alors qu'ils sont vivants, donc on va prélever à vif des organes, parce que ces organes sont censés donner à ceux qui les prélèvent et les possèdent des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques, par exemple, pour la langue, c'est censé permettre de devenir un grand orateur. Pour le sexe, ça donne le pouvoir de la séduction, etc. Donc, que se passe-t-il au Gabon? Eh bien, depuis un certain nombre d'années, des décennies d'ailleurs, des enfants, souvent des enfants isolés, des enfants de la forêt ou des enfants des quartiers miséreux de Libreville, souvent des enfants immigrés d'ailleurs qui n'ont pas de moyens de défense, sont enlevés et finalement torturés à mort, vivants donc, bien sûr, pour qu'on leur prélève ces organes. Qui les prélève, ces organes? Eh bien, ce sont des Nganga. Le mot ici renvoie aux sorciers. Alors, certains de ces sorciers sont des sorciers tout à fait estimables, j'en reparlerai si vous voulez, mais d'autres sont devenus des criminels au service d'hommes politiques, notamment, ou au service de puissants hommes d'affaires qui se font donner des organes dont on va faire des décoctions, des gris-gris, etc., magiques. Et justement, ces marabouts ou même sorciers dont vous parlez, est-ce que vous les avez rencontrés, certains? Alors non, ça je dirais que c'est absolument impossible de rencontrer ce type de Nganga. Moi, que m'est-il arrivé précisément? C'est pour ça que je vous parlais de quelque chose d'un peu extraordinaire. Une série de circonstances sur lesquelles je passerai m'ont mis en quelque sorte en présence d'un homme politique gabonais, le Premier ministre de l'époque, pour ne pas le nommer, et j'ai eu des difficultés personnelles avec ce personnage. Et c'est à cette occasion-là que c'était des bêtises, hein, c'était des broutilles, histoire de voiture ayant pénétré sur une propriété où il ne fallait pas pénétrer. Bon, bref, rien de très politique ou important, mais il se trouve que moi, petit coopérant français, j'ai été en difficulté. Et il a fallu que je me tourne vers les diplomates français pour me sortir de cette difficulté-là. Parce que je risquais l'expulsion du pays, tout simplement. Pas plus, mais c'était quand même un problème. Et à cette occasion, j'ai appris de la bouche de diplomates français, il y avait notamment l'attaché militaire, que le Premier ministre, c'était Léon Mébiam, donnant son nom, maintenant il est décédé, était un personnage extrêmement dangereux. Bon. Alors moi, je suis un peu tombé des nues et on m'a expliqué qu'il se livrait à des rituels par l'intermédiaire bien sûr de Nganga, qui était à son service, de sorciers, et qu'il fallait éviter d'avoir des problèmes avec lui. On trouvait aux abords de sa propriété, pour ceux qui connaissent Libreville, c'est dans la forêt de la Monda, donc au nord de l'aéroport, on trouvait des cadavres, on en trouve sur les plages, on en trouve tout aux alentours de Libreville. Et donc je n'ai pas rencontré de Nganga, bien entendu, mais j'ai eu ce témoignage, plutôt cet avertissement donné par des diplomates français, et puis à la suite de cela, j'avais la chance de connaître beaucoup de gens là-bas, je travaillais dans l'industrie pétrolière, j'avais la chance de connaître des Européens qui étaient sur place depuis très longtemps, j'allais dire des vieux coloniaux. J'ai eu la chance de rencontrer bien sûr des amis gabonais, des gens qui parfois avaient un accès plus ou moins direct aux hautes sphères de la société, parce que le Gabon est un pays finalement petit, enfin petit par le nombre, je veux dire, hein, bien sûr, et on est vite en contact avec des personnalités, avec des personnages qui ont eux-mêmes accès à ces personnalités. Donc c'est ainsi que j'ai pu mener une sorte d'enquête. D'ailleurs, mon livre, d'une certaine manière, j'ai voulu lui donner une sorte d'originalité. C'est à la fois un roman, mais c'est un roman qui se fonde, donc bien entendu, sur des faits réels, et un roman qui se rapproche d'une enquête journalistique à certains égards. Alors, dans ces enquêtes, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été rencontrés sur le terrain par rapport à vos investigations? Alors, les difficultés,
pour être tout à fait honnête, je n'en ai pas eu parce que j'ai été prudent, bien entendu. Là-bas, on parle à mots couverts, on parle avec des gens qu'on connaît, on parle avec des gens avec lesquels on est en confiance. Donc, je vous dis, j'ai eu la chance de parler avec des gens qui étaient au Gabon, des étrangers, en l'occurrence des Français, parfois des Libanais, etc., donc des expatriés, appelons-les comme ça, depuis 30, 40 ans, qui connaissaient vraiment toutes les ficelles du système et qui connaissaient ceux qui étaient devenus les hauts personnages de l'État depuis qu'ils étaient en culotte courte, parfois. Hein. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de... C'est une première source d'information. La deuxième source d'information, eh bien, ce sont des collègues, des amis, des relations que j'ai évidemment fait parler, gabonais, hein, avec beaucoup de précautions. Et les gens, parce que j'étais un étranger, je crois, se sont ouverts à moi. Hein. Ça, c'est d'une certaine manière une chance, être jeune, être quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, être finalement peut-être paraître un peu naïf, être celui qui découvre l'Afrique. Ça m'a sans doute ouvert, non pas des portes, mais des cœurs, peut-être. Et les gens m'ont parlé. Et c'est là que j'ai vraiment mesuré l'ampleur du phénomène, puisque on m'a parlé effectivement de ces sorciers qui entouraient ce personnage, et puis d'autres qui étaient membres du gouvernement. Et le phénomène, bien entendu, continue. Alors, je n'ai pas eu de problème à l'époque, puisque je suis parti assez vite du Gabon. Depuis, j'ai conservé des liens, j'ai été prudent quand même, ne serait-ce que pour la sécurité de ces gens-là. Et si vous me posez la question des difficultés que je pourrais avoir, j'ai pris un certain nombre de précautions, mais pas tant que ça. Finalement, je crois qu'on est en France, il n'y a rien de très glorieux à sortir un livre comme celui que j'ai écrit, parce que le danger finalement est minime, je crois. Hein. J'en avais parlé avec quelqu'un qui connaissait bien ce sujet, c'est Pierre Péan. Alors, lui a été en but à des difficultés, il y a même eu un attentat. Alors, présentez-nous ce monsieur, c'est qui exactement? Alors, qui est Péan? Ouais, Pierre Péan, pour que vous sachiez, alors malheureusement il est décédé il y a 1 an et demi. C'était un journaliste d'investigation français qui, comme moi, mais 20 ans avant moi, a fait sa coopération au Gabon, précisément en 1964, au moment où il y a eu un coup d'État, d'ailleurs, une tentative de coup d'État. Et il avait gardé des liens extrêmement profonds avec le pays, avec quantité de gens. Et il a écrit, parmi les premiers, sur les questions de France-Afrique. Il y a le fameux livre publié en 1983 que tous les Gabonais connaissent, Affaires africaines, où il dénonce la France-Afrique et finalement les tripatouillages financiers entre les grandes sociétés françaises, les politiciens français et leurs homologues gabonais qui se maintiennent au pouvoir par la violence, le crime et profitent de la manne pétrolière au détriment de leur peuple. Donc Pierre Péan était quelqu'un qui est connu vraiment de tous les Gabonais, souvent respecté parce qu'il a eu le courage de dire avant tout le monde sur quoi reposait cette relation néocoloniale, en quelque sorte, entre la France et le Gabon. Et il a donc pu lire le manuscrit que je lui avais présenté, et d'une certaine manière, il l'a lu et approuvé. C'est souvent la formule que j'utilise, parce qu'il m'a dit... il avait eu la formule suivante, il m'a dit: vous êtes presque en deçà de la réalité. Bon, alors, on en est resté là, mais c'est dire qu'il était parfaitement au fait, notamment des questions de crimes rituels, même s'il n'en avait jamais parlé, jamais directement parlé dans ses écrits. Vous voyez, c'est un sujet qui était resté tabou, et même pour lui. Tant il est difficile de l'aborder aussi bien avec un public français qu'avec un public africain. C'est quand même un sujet extrêmement délicat, il faut en avoir conscience. Délicat d'abord pour les Africains, ce que je comprends parfaitement, parce que c'est humiliant de se dire que cette réalité existe et que finalement, de belles spiritualités traditionnelles africaines, comme celles qu'au Gabon on désigne par le nom de Bwiti, ont été déformées, dévoyées, transformées par des voyous finalement, depuis 30, 40, 50 ans, surtout dans la dernière période d'ailleurs, hein, dans les 15 dernières années. Et je comprends que ce soit extrêmement blessant pour les Africains pour les Gabonais en l'occurrence, d'avoir à faire face à cette réalité. Donc beaucoup la dénoncent, mais beaucoup préfèrent la taire et finalement être dans une forme de déni. Et du côté des Européens, le problème est
pas tout à fait le même, mais ça revient à une réalité aussi de silence. Parce que les Européens qui vivent au Gabon et qui entendent parler de ces histoires-là, vous imaginez quand ils reviennent chez eux, auprès de leurs amis ou en famille, en Europe, et qu'ils abordent ces questions, eh bien, finalement, on les traite de quoi? De colporteurs de vieux clichés épouvantables, donc de racisme, au fond, ou bien tout simplement on ne les comprend pas et on ne veut pas les écouter. Et là, je peux vous dire que j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu longtemps en Afrique centrale et qui disent qu'au fond, il est délicat, il est même difficile d'évoquer les questions de sorcellerie, bien sûr, et de crimes qui leur sont parfois liés, qui lui sont parfois liés, avec nos compatriotes français. Alors, selon vous, que doit-on faire pour mettre fin à ces parties? Est-ce qu'il y a une piste de solution? Oui. Alors, évidemment, c'est extrêmement délicat. D'abord, moi, je ne prétends pas être spécialiste au sens où je ne suis pas anthropologue ni sociologue, et j'ai juste eu l'ambition de faire un roman. Bon, un roman qui présente la situation et qui, d'une certaine manière, pénètre autant que ce soit possible, autant que faire se peut, à l'intérieur du phénomène. Donc, ils le décrivent de l'intérieur, à partir des rares témoignages dont on dispose. Mais je ne peux pas vraiment l'expliquer. Alors, je me suis bien sûr documenté et je connais aussi bien des journalistes que des anthropologues qui ont quand même étudié le phénomène et qui soutiennent la chose suivante, c'est qu'au fond, la pluie, la masse d'argent qu'a produit le pétrole depuis les années 70, dans une société qui, peu à peu, du fait sans doute de la colonisation, puis de la confiscation du pouvoir par une élite corrompue, dans une société qui a perdu un peu ses repères traditionnels, ses repères culturels traditionnels, sa morale finalement, et bien dans cette société, tout s'achète, tout se vend, l'élite montre le mauvais exemple, et le peuple subit en silence, enfin heureusement de moins en moins en silence, les gens osent maintenant se révolter, mais le peuple est complètement dépourvu de moyens d'action. Il faut comprendre que la justice, que la police sont inféodés au pouvoir et absolument pas proches des situations dont je parle, c'est-à-dire qu'ils n'enquêtent que très rarement, les enquêtes sont éteintes, les enquêtes sont rendues impossibles par de puissants personnages. Donc, pour vous répondre, en fait, je ne sais pas très bien ce qu'il faudrait faire. Moi, ce que je vois, comme tout le monde, c'est que depuis quelques années, il y a eu des phénomènes mondiaux comme les affaires MeToo. En France, aujourd'hui, on parle de l'inceste depuis l'apparition d'un livre il y a 15 jours. Il y a des moments où la langue se délie. Et je pense que pour aborder ces questions de crimes rituels, d'abord, il faudrait que les Africains eux-mêmes, bien entendu, s'en emparent. C'est chose faite, bien entendu. Au Gabon, il y a des associations, il y a des gens extrêmement courageux qui en parlent. Et je connais beaucoup de Gabonais ici en France qui parlent volontiers de cette question. Mais il faudrait que des Africains qui font partie de l'élite que j'appelle culturelle ou éventuellement politique s'emparent du sujet et le fassent connaître. Je répète un peu sur le mode de MeToo. Je crois que ce n'est pas aux Européens de traiter de ces questions. On n'est plus à cette époque-là. Il faudrait qu'une figure culturelle, connue et appréciée dans le monde entier, il y en a, il y a des sportifs, il y a des chanteurs, etc. Il faudrait qu'une de ces figures ose traiter le sujet. Peut-être un écrivain d'ailleurs, il y en a aussi. Il faudrait qu'une de ces figures ose dénoncer le phénomène, et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas dès lors une sorte de phénomène d'emballement, parce que je ne vois pas comment en France on pourrait continuer à recevoir, à dérouler le tapis rouge à des personnages dont on sait pertinemment que pour certains d'entre eux, je ne mets pas tout le monde dans le même sac quand même, pour certains d'entre eux, ils se livrent à des crimes qui n'ont pas grand-chose à envier à ce qui s'est passé à l'époque où Mengele, le fameux docteur nazi Mengele, se livrait à ses expériences. Enfin, des choses absolument épouvantables, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer pire que attraper un gamin de 5 ans, l'attacher, le torturer à mort? Est-ce qu'on peut imaginer une chose de pire, un truc plus injuste et plus épouvantable? Non, il n'y a pas. Donc, ces types, ces personnages qui se livrent à ce genre de crimes, comment voudriez-vous qu'après dénonciation de ces crimes, ils puissent se présenter chez nous, venir serrer les mains de nos responsables, et comment voulez-vous que nos responsables, ici en France, puissent accepter de serrer la main de personnages pareils? Donc, s'il y avait une pression médiatique en Europe, je suis certain que ça bénéficierait aux Africains
qui aujourd'hui, malheureusement pour eux, manquent de moyens, puisqu'il n'y a pas de relais médiatique, la presse est complètement aux mains du pouvoir, manque de moyens de se faire entendre. C'est à mon avis la seule solution, une campagne d'information, une campagne mondiale. Alors, quel a été le retour des lecteurs je dirais, africains, même gabonais et même européens après la sortie de votre roman? Je rappelle le titre, Les Rois Sauvages. Et pourquoi ce titre? Alors, d'abord, oui, vous posé une très bonne question. C'est un titre qui a commencé par faire polémique. Le titre et la photo de couverture. En 2 mots, pourquoi sauvage? Effectivement, on m'a dit, mais là, vous réutilisez tous les vieux clichés néocolonialistes. Bon. Alors, quand on lit le livre, on comprend que l'adjectif ici n'est pas mal choisi. À mon avis, il est conforme à la réalité que je décris. Seconde chose, mais à mon avis c'est complètement anecdotique, mais bon, je m'en explique quand même puisque des gens m'ont posé la question. Cette photo où l'on voit des petits enfants africains de 5-6 ans qui courent quasiment nus, enfin avec un petit short, parfois nus, oui, cette photo elle a été prise en 1968 par quelqu'un que je connais très bien, c'est mon père, et il l'a prise, pour les gens qui connaissent l'Afrique centrale, à 150 km à peu près de Libreville, au nord, dans le delta du Vouri, donc non loin de la capitale du Cameroun, enfin de la capitale économique, Douala. Donc cette photo, si vous voulez, c'est pas un montage, c'est pas quelque chose qui ne correspond à aucune réalité, c'est juste que dans les villages de pêcheurs de l'estuaire du Vouri, eh bien les enfants étaient miséreux, et voilà, il n'y a pas de honte. Je vois pas en quoi la misère qui malheureusement existait, et qui parfois existe encore, serait un sujet de honte pour les Africains. La misère n'est jamais un sujet de honte. Ce qui est honteux, c'est la richesse à côté de la misère. Alors, ça, c'est pour vous donner une explication à propos du titre que j'ai choisi et de l'image que j'ai mise sur cette couverture. Après, les réactions, elles ont été globalement extrêmement positives, notamment pour celles que j'ai pu obtenir ici en France, de la part aussi bien de Gabonais, j'allais dire mes compatriotes gabonais, enfin mes amis gabonais, qui pour la plupart, bien sûr, sont effondrés de la situation dans leur pays et qui sont ravis qu'un roman traite de ce sujet et qu'on tente d'en parler, vous voyez, dans les médias. Après, bien sûr, il y a des gens, qui sont très peu nombreux, qui se sont montrés extrêmement virulents, extrêmement critiques, parce que, enfin, sans d'ailleurs oser s'en expliquer, à mon avis, parce qu'ils étaient des soutiens des personnages qui, là-bas, au pays, pratiquent ces crimes. Et du côté des Français, eh bien, tous ceux qui connaissent l'Afrique centrale, qui la connaissent bien, et qui n'ont pas fermé les yeux sur la réalité, eh bien, tout cela, j'allais dire, m'applaudissent, enfin, reconnaissent qu'il était temps que quelqu'un écrive un livre où on parle de ces sujets-là. On ne peut pas simplement écrire des livres, j'allais dire, sur un mode, pardon, je vais être violent, mais un peu néocolonial. L'Afrique, il y a bon banania, tout le monde rigole, tout le monde est content, et voilà. Non, c'est malheureusement pas ça, ou pas que ça. C'est une image, d'ailleurs, que je trouve assez insupportable quand on la compare à la réalité que je décris. On ne peut pas faire comme si il n'y avait rien de malheureux. Alors, il y a des phénomènes terribles dans le monde entier, bien entendu. Il ne s'agit pas de les cacher, il ne s'agit pas de les grossir non plus, il s'agit de les mettre à la mesure de la réalité. Et donc, voilà, les gens qui connaissent l'Afrique centrale me disent, au fond, il y a dans ce livre une sorte de déclaration d'amour aussi que je revendique totalement à l'Afrique, aux peuples africains, je dis ça au pluriel, mais je n'ai pas voulu cacher quelque chose que je portais en moi depuis 30 ans et que j'aurais estimé d'une lâcheté. Je crois que j'aurais été conduit à me mépriser moi-même si je n'avais pas écrit ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit sur les crimes rituels. Vraiment, il fallait que ça sorte d'une certaine manière. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets littéraires sur quel sujet? Alors, il y en a un dont je vais parler très vite parce qu'il ne concerne peut-être. Enfin, j'aimerais parler d'un sujet qui concerne l'Afrique, mais d'abord, j'en ai un autre qui, j'espère, sera publié prochainement dans le cours de l'année 2021 ou 2022. Un livre qui est très différent, mais qui est aussi une sorte d'enquête qui se passe en Espagne. C'est la suite de la guerre d'Espagne. Là aussi, j'aime bien prendre un peu de champ, de profondeur historique. J'aime bien me donner 50, 60 ans et essayer de voir ce qui reste
de phénomènes comme la guerre civile espagnole en l'occurrence. Et puis je suis en train de travailler sur un sujet qui me passionne vraiment, c'est la question de l'indépendance du Cameroun, très très mal connue de mes compatriotes, très très mal connue. Tous les Camerounais savent que l'indépendance du Cameroun ne s'est pas faite dans la paix et la bonne humeur, mais qu'il y a eu une guerre civile, ou même une guerre néocoloniale, la fameuse guerre dite des Bamileke, comme certains l'appellent, et que donc cette indépendance, elle a été en partie confisquée par le pouvoir finalement actuel, au détriment d'un autre parti, l'UPC, et je voudrais donc faire vivre à nouveau ces héros de l'indépendance camerounaise, morts malheureusement au cours de leur combat, comme Ruben Niobé ou d'autres, Mounier, etc. Voilà, j'écris donc sur cette période qui me passionne. Alors, on va vous dire merci avant de se quitter. Est-ce que vous avez un message spécial à l'endroit de vos lecteurs et de nos auditeurs? Écoutez, je sais que je dis des choses qui, dans ce roman, qui peuvent attrister. Je voudrais dire que il faut toujours garder l'espoir. Et ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est les contacts que je peux avoir avec des gens qui sont très très courageux, précisément au Gabon en ce moment, et qui luttent alors qu'ils sont eux-mêmes en danger, et qu'ils s'exposent très courageusement. Moi, je n'ai aucun mérite. Je suis tranquillement ici, assis en France. Je n'ai aucun mérite. Mais eux, ce sont des gens vraiment formidables, et il faut les soutenir. Il y a une association qui lutte contre les crimes rituels. Il y a un personnage que je respecte beaucoup, qui s'appelle Jean-Elvis Ebang Ondo, qui est le responsable de cette association de lutte contre les crimes rituels. Il a perdu son fils il y a déjà 13 ou 14 ans, et il s'expose, il parle dans les médias, il proteste, il organise des manifestations, et il dit les choses. Il dit les choses très courageusement. Donc je voudrais dire à vos auditeurs, surtout s'ils sont d'origine africaine, qu'ils ne perdent surtout pas espoir en leur continent. Nous, Français, nous sommes aussi passés par des périodes très sombres, je veux dire, bien sûr, au cours de notre histoire, très, très malheureuse, mais voilà, après la nuit viendra le jour. J'y crois très fort. Ok. Mais écoute, c'est fut un plaisir pour nous d'être avec vous et on espère vous retrouver bientôt. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci, à très bientôt sur la radio Passion Culturelle. À bientôt. Nous arrivons maintenant à notre rubrique l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression avoir bon dos. Avoir bon dos, c'est supporter injustement la responsabilité d'une faute. C'est être le responsable idéal, se voir attribuer des charges, supporter abusivement des torts. Origine et définition. Cette expression est née dans le courant du XVIIe siècle et tire ses origines de la comparaison avec les charges que devraient porter parfois les paysans ou les ouvriers. Il arrivait en effet que ces derniers doivent transporter des fagots de bois ou de matériaux très lourds sur le dos. On disait alors qu'ils avaient bon dos, dans le sens où ils étaient assez forts pour assumer la charge de travail, si bien que certains employeurs profitaient d'eux. La formule a ensuite servi à désigner des personnes sur lesquelles on rejette injustement une faute ou une responsabilité lourde. Cette expression a été attestée en 690 par le poète et lexicographe de l'Académie française Antoine Furetière dans son dictionnaire universel. Exemple, « Ah, les embouteillages ont bon dos quand on est en retard ». Une virgule musicale maintenant avec Angélique Kidjo dans Rubrique en librairie. Présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie ou sur des librairies en ligne. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission littéraire, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Masquelili, auteur Danny Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obi-Techi. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, un de nos collaborateurs. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin, qui est aussi chroniqueur sur cette émission. Les recueils de nouvelles fictions, trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux.
La rubrique Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, les auditeurs et nos chroniqueuses partagent leur expérience de lecture. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Lucrèce Taïro nous propose son coup de cœur littéraire. Pour ce jour, elle s'interroge sur pourquoi aimons-nous à ce point les livres. Lucrèce Taïro. Chers auditeurs, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder ma chronique de manière un petit peu différente. J'ai décidé de parler de la passion qui nous anime sous la forme d'une légère confession. Sur le chemin, je vous conduirai à découvrir ou redécouvrir un auteur. Pourquoi décider de me confesser ? Parce qu'avant de commencer à rédiger les lignes de ma chronique, je me suis posé une question. Pourquoi vous, auditeurs, vous aimez tant nous écouter ? Pourquoi moi, chroniqueuse, j'aime tant vous parler ? Pourquoi aimons-nous à ce point les mots ? Pourquoi aimons-nous à ce point les livres ? Je me suis alors demandé quelle était ma première expérience avec un livre. Et je n'ai pas réussi à m'en souvenir. Une honte. Ne pas se rappeler du livre, le livre qui m'a conduit à faire tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Peut-être était-ce ma petite Bible pour enfants. Peut-être était-ce l'histoire du prince et du pauvre. Peut-être même était-ce le livre de science-fiction Elle a fait moi peur qui trônait dans ma chambre. Je ne me souviens peut-être pas du livre qui m'a fait aimer les mots et la lecture, mais je me souviens d'un auteur, une écrivaine, dont la citation résonne encore en moi aujourd'hui, que j'ai redécouvert hier, même peut-être découvert. Il n'y a pas de plus grande agonie que de garder en soi une histoire jamais racontée. Vous comprenez maintenant ? Rien qu'en relisant cette citation de la grande écrivaine Maya Angelou, je me souviens pourquoi j'aime autant les livres. Par ces mots, Maya Angelou, écrivaine à succès, doit vous toucher aussi. Elle doit vous rappeler pourquoi vous aussi, chers auditeurs, vous prenez le temps de partager avec nous ces moments littéraires. Il n'y a pas de plus grande agonie que de garder en soi une histoire jamais racontée. Vous partagez ces moments littéraires avec nous pour le plaisir de l'écoute d'histoires venant de l'âme de tous ces auteurs qui au quotidien nous inspirent. Merci à toi Lucrèce Taïro. Nous arrivons à notre rubrique L'actualité du livre. Dans la rubrique L'actualité du livre, écoutons l'écrivain poète Phénix Jasmin. Il nous lit ici un poème thématique. Phénix Jasmin. Auditrices et auditeurs de la RPC, bienvenue. Je suis Phénix Jasmin. Je rappelle à votre intention que je suis poète, éducateur et philosophe. Mon dernier texte poétique, paru à l'édition Correct Pro, intitulé Saison Noire. Je suis content et ravi d'être avec vous en début de l'année 2021. Et je profite très sincèrement de l'occasion pour vous souhaiter bonne année. Et j'espère que cette année soit pour vous une année porteuse de paix, de solidarité, de santé dans le contexte justement du Covid-19. Dans la rubrique Poème de la semaine, je voudrais vous présenter un jeune poète haïtien. Il s'appelle Pierre Wilkins Chérismé. L'auteur est né à Port-au-Prince, dans le quartier de Bel-Air. On se les rappelle que Bel-Air, c'est un bidonville de la ville de Port-au-Prince où règne en grande partie la pauvreté. Par contre, l'auteur y demeure pendant longtemps et se sert justement de ses activités, de son quotidien, de la réalité artistique et culturelle de ce quartier pour s'inspirer à travers ses œuvres. Pierre Wilkins Chérismé est aussi dramaturge.
À travers son dernier texte, Bat-Bouche, paru à l'édition Frida, qui est une édition qui publie strictement en créole. L'auteur amène son texte dans un environnement à la fois social et engagement, pour reprendre Jean-Paul Sartre, qui voit dans la littérature une fonction d'engagement. À travers Bat-Bouche de Pierre Wilkins Chérismé, j'ai l'opportunité pour lire pour vous un texte écrit en créole ayant pour titre Monnaie pièce. Dans Monnaie pièce, l'auteur présente sa fonction d'engagement au sein de la société haïtienne. Écoutez. La société mangem. Moins croqué dans gorge l'humanité. La société vomim. Moins c'est un cadavre senti. Cap traîner dans grand chemin côté civilisation, joindre ma coup de poule frankim. Ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Nan kafou 3. Là, ma fourré men prend mosso pain pam lan. Moi pas maye là, moi pas estera, maison blanche kou mam fait là. Calambe blé, politicien, politique, chien, ride la réunion, chef red Richard Mas, ti choline sous belé, kay silfa, c'est pas des charros ni non, sortant ya, quartier général, fait vert, tout vête. Faut que palais national, pas ta palais national. Pour le pas t'apprendre des têtes calées, flou, flap. Crier derrière la rime. Depuis l'eau, j'ai Washington dans pays pile étoiles décidé c'est chem. Si ouel, dil m'a vini, dil tan moins rilentement grand midi. C'est maintenant au tour de Danny Loni pour son coup de cœur littéraire. Pour ce vendredi, elle nous parle du livre Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, par Cheikh Mbacké Diop, le fils aîné de l'auteur. Ce livre est paru aux éditions Présence africaine. Écoutons Danny Loni. Bonjour à l'équipe de la RPC, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, ma rubrique est consacrée au roman Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, par Cheikh Mbacké Diop, son fils aîné, paru à Présence africaine. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Tietou, dans la région de Diourbel, au Sénégal. Il décède le 7 février 1986. C'était un anthropologue et un historien renommé qui a consacré sa vie à une œuvre considérable fondée sur l'enseignement de l'histoire de l'Afrique noire et son apport à la culture et à la civilisation mondiale. C'était également un homme politique sénégalais. Issu d'une famille d'aristocrates wolofs, il part à Paris à l'âge de 23 ans, où il étudie la physique et la chimie et se dirige également vers l'histoire et les sciences sociales. Il suit les cours de Gaston Bachelard et de Frédéric Joliot-Curie. Il adopte un point de vue spécifiquement africain, confronté à la vision de certains auteurs de l'époque, selon laquelle les Africains sont des peuples sans passé. En 1951, Diop prépare une thèse de doctorat sous la direction de Marcel Griaule à l'Université de Paris, dans laquelle il affirme que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Il ne parvient pas en premier lieu à réunir un jury, mais d'après Doué Gdonsoa, sa thèse rencontre un grand écho sous la forme d'un livre, Nation nègre et culture, publié en 1954. Il obtiendra finalement son doctorat en 1960. Il s'appuie sur des citations d'auteurs anciens, comme Hérodote et Strabon,
pour illustrer sa théorie selon laquelle les Égyptiens anciens présentaient les mêmes traits physiques que les Africains noirs d'aujourd'hui, couleur de la peau, aspect des cheveux, du nez et des lèvres. Son interprétation de données d'ordre anthropologique, comme le rôle du matriarcat et archéologique, l'amène à conclure que la culture égyptienne est une culture nègre. Sur le plan linguistique, il considère en particulier que le Wolof, parlé aujourd'hui en Afrique occidentale, est phonétiquement apparenté à la langue égyptienne antique. Cheikh Anta Diop meurt dans son sommeil à Dakar le 7 février 1986. Avec Théophile Obenga et Assante Kété Molefe, il est considéré comme l'un des inspirateurs du courant épistémologique de l'afrocentricité. En 1966, lors du premier festival mondial des arts nègres de Dakar, Diop a été distingué comme l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur le XXe siècle. La quatrième de couverture. Chaque peuple a un passé, si modeste soit-il, et il est possible de le découvrir par une investigation appropriée, écrivait Cheikh Anta Diop. Ainsi, les recherches du jeune étudiant africain aboutissent à la publication en 1954 de son premier grand ouvrage « Nation, nègres et culture ». Il y remet en cause les fondements même de la culture occidentale relatifs à la genèse et à l'évolution de l'humanité, et démontre en particulier que l'Égypte ancienne, ses habitants et la brillante civilisation qu'ils ont élaborée sur les bords du Nil appartiennent au monde négro-africain. Mais qui est Cheikh Anta Diop? Dans quel contexte et dans quel milieu a-t-il grandi? Quelle est sa formation? Quels sont les différents aspects de son œuvre historique et scientifique, de son combat politique? Quelles sont les difficultés et oppositions qu'il a rencontrées? Quels sont les débats qu'ont suscité ses travaux, ses idées et positions politiques? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce livre apporte des éléments de réponse, en retraçant les grandes étapes de la vie de cet homme qui s'est donné pour but d'œuvrer, sans répit, par la pensée et par l'action, à la renaissance de l'Afrique, ainsi qu'à l'émergence d'une nouvelle philosophie qui réconcilie l'homme avec lui-même. Tant les récents acquis de la recherche scientifique que l'évolution socio-politique du monde mettent en relief toute l'actualité, la fécondité et la justesse de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, un legs précieux que continueront de faire fructifier les jeunes générations africaines pour bâtir le futur de l'Afrique et du monde. À noter que Cheikh Mbappé Diop, fils aîné de Cheikh Anta Diop, a été sollicité dans divers cadre associatif pour présenter la vie et l'œuvre de son père. De formation scientifique, doctorat en sciences, il exerce son activité professionnelle dans le domaine de la recherche appliquée et co-dirige, aux côtés de l'égyptologue linguiste et historien Théophile Obenga, ANC, Revue d'égyptologie et des civilisations africaines. Les extraits, page 46. Et d'abord, l'Africain est-il qualifié pour cette recherche? Ne doit-il pas attendre, avant de publier les conclusions de ses analyses, que les docteurs S-Sciences aient fini d'interroger leur candidat pour que celui-ci se remette au travail en tenant compte des corrections de ses maîtres? Pour vérifier ces hypothèses, Cheikh Anta Diop n'a pas attendu que les spécialistes lui donnent raison pour pouvoir affirmer que l'Égypte ancienne était nègre et se prononcer sur l'unité culturelle de l'Afrique noire. Sans se soumettre au jury des sociologues et des ethnologues ou des spécialistes des langues africaines, il a engagé l'école historique africaine par ses recherches, en s'appuyant sur les seules méthodes de l'investigation scientifique. Plus précisément, il va devancer les spécialistes et détruire une somme d'erreurs officialisées par l'impérialisme à travers les appareils idéologiques de la violence coloniale. Au nom de la science, il lui faut détruire les mythes imposés par des siècles d'érudition. Dans un interview, l'auteur de Nation, nègres et culture s'exprime sur la falsification de l'histoire. Je vous en livre l'extrait, page 47. Au moment où l'impérialisme atteint son apogée, dans les temps modernes, en tout cas au XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte, et une Égypte noire, qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe,
Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer, voilà la réalité. L'Occident, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Page 90. Le chercheur africain n'a pas le droit de faire l'économie d'une formation technique suffisante qui lui donne l'accès aux débats scientifiques les plus élevés de notre temps, où se scelle l'avenir culturel de son pays. Aucune arrogance ou désinvolture pseudo-révolutionnaire, aucun gauchisme, rien ne saurait le dispenser de cet effet. Tout le reste n'est que complexe, paresse, incapacité. L'observateur averti ne s'y trompe pas. Il est indispensable de créer une équipe de chercheurs africains où toutes les disciplines sont représentées. C'est de la sorte qu'on mettra le plus efficacement possible la pensée scientifique au service de l'Afrique. Page 232. Le professeur Diop est incontestablement l'Africain du XXe siècle qui nous a le plus armés pour les batailles et les victoires du siècle qui meurt et du siècle qui naît laborieusement sous nos yeux dans la douleur et l'espoir d'un rendez-vous réussi avec la renaissance africaine. Mon sentiment sur cet ouvrage. Ce livre recèle de nombreux trésors historiques, de précieuses références pour ceux qui recherchent la vérité sur l'antiquité nègre égyptienne jusqu'à nos jours. Le fils de l'auteur n'a rien omis sur ce qu'a pu apporter de scientifique l'œuvre de ce grand penseur qu'a été Cheikh Anta Diop. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle rubrique. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour, celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Proverbe africain. Notre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine, Lucrèce Taïrou et Dani Loli pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Aussi avec notre chroniqueur Félix Jasmin. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp à +33 06 26 31 36 77. RPC, la radio Passion Culturelle. Par email, contact @ la rpcplus.online. Par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par le Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation Simplice Animaux. On se quitte en beauté avec deux artistes. Il s'agit de Haïtien Drum Fusion et Fatoumata Diawara du Mali pour célébrer l'Afrique et Haïti. Petit récital de tambour, musique thématique. À très bientôt.